On parle immobilier ce matin dans Les Échos avec le président de l'AFNAIM. Bonjour Jean-François Buet. Bonjour. Alors si l'on s'en tient à son programme, Emmanuel Macron souhaite restreindre l'ISF sur l'immobilier. Alors du coup à l'AFNAIM, vous n'êtes pas en marche, non ? Écoutez, alors nous, on est citoyens, donc on a des gens qui votent à droite, qui votent à gauche. Par contre, sur le logement... Sur l'immobilier, voilà. Alors, si vous voulez, voilà, sur l'immobilier, sur le logement en particulier, on pense aujourd'hui qu'il faut aller beaucoup plus loin que cela. C'est-à-dire que parler de la fiscalité immobilière que par petites touches particulières, sur la taxe d'habitation par exemple, ou sur l'ISF, c'est pas résoudre le problème. Le problème, il est beaucoup plus large. Aujourd'hui, on a une fiscalité qui s'est faite de sparadrap au fur et à mesure. Et donc, nous, on réclame un Grenelle du logement. Donc, un vrai Grenelle complet. Mais si on s'attarde juste une minute ou deux sur cette mesure importante d'Emmanuel Macron qui veut transformer l'impôt sur la fortune vraiment en un impôt sur la fortune mais immobilière, justement pour exonérer les actions, l'objectif de ça selon lui c'est de financer l'économie. Est-ce que ça veut dire que, en tout cas selon lui, l'immobilier n'est pas assez dans l'économie réelle par rapport aux entreprises et aux actions ? Ah, c'est une vision réductrice et fausse. C'est-à-dire que le logement, l'immobilier est une vraie économie réelle. Premièrement, c'est une économie qu'on ne peut pas délocaliser. C'est-à-dire qu'une économie qui se fait en France, qui emploie des gens en France, et on construit en France, et on crée de la richesse en France. Chaque fois qu'on construit un logement, on emploie un salarié, 7. Donc c'est une vraie économie, ça génère 62 milliards de ressources fiscales pour l'État, donc le nier, c'est nier la réalité. Donc Emmanuel Macron a-t-il tort sur ce sujet selon vous ? Alors, il pourrait avoir tort sur ce sujet si effectivement on oppose les genres et si on les divise. Une question demeure par exemple, c'est que l'investissement immobilier, s'il se fait au travers d'actions immobilières, d'OPCI, de SCPI, est-ce qu'on sera exonéré de l'ISF ou pas ? Encore une incertitude alors. Encore une incertitude. Et puis, est-ce que les taux vont augmenter ? Et puis, comment est-ce qu'on va financer les collectivités territoriales, puisqu'on va exonérer 80% de nos concitoyens sur taxe d'habitation ? Donc là, il y a quand même beaucoup de questions. Donc, on ne fait pas de l'antimacronique. Non, on est simplement très pragmatique et on propose de rencontrer rapidement M. Richard Ferrand pour qu'il regarde non seulement la construction, mais aussi tout le logement existant, c'est-à-dire les 35 millions de logements qui existent en France et qui font la première richesse de nos concitoyens. Justement, c'était ma question, Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires, qui s'occupe notamment de l'immobilier. Est-ce que vous avez déjà des contacts avec lui ou est-ce que pour l'instant ils sont à fond dans les législatives sans trop se préoccuper encore de leur portefeuille ? Alors on a des contacts bien entendu en cours avec ses conseillers. C'est vrai qu'en ce moment le calendrier législatif fait que voilà, on est une semaine un peu particulière et on va patienter au moins une quinzaine de jours avant de pouvoir se rencontrer. Mais il y a déjà eu des contacts préalables avec ses conseillers et en particulier que j'ai vu 3 fois. Et la discussion est ouverte par exemple sur ce sujet de l'ISF ? Oui, bien sûr. Écoutez, moi, j'ai l'impression qu'on a en face de nous des gens qui sont quand même qui interpellent. D'ailleurs, il a changé le discours. Au départ, il parlait de rente immobilière. C'est un terme qu'il n'utilise plus, parce qu'ils ont bien compris que c'était pas une rente et qu'effectivement, c'était productif non seulement d'impôts, ça génère de l'impôt pour les pouvoirs publics, mais ça génère aussi des emplois. Ça n'est pas une rente, même pour le secteur secondaire, pour l'immobilier secondaire ? Alors, la résidence secondaire, mais si vous voulez, la résidence secondaire, c'est 7% des transactions et du patrimoine. Autre question, toujours sur ce sujet de l'ISF, et après on passera à un autre sujet. Au final, si cette mesure sur l'ISF restreint à l'immobilier étant enclenchée et effectivement mise en œuvre, est-ce que vous craignez que ça entraîne une baisse des investissements dans le secteur immobilier ? Alors, il est clair que ça ne va pas générer des investissements de tous ces Français qui sont partis à l'étranger et qui sont résidents étrangers et qui étaient prêts à revenir sur Paris, à racheter, à réinvestir. Pour autant, si vous voulez, c'est quand même minoritaire. Je crois que le vrai problème de l'immobilier aujourd'hui, ça n'est pas l'ISF et que l'ISF, même si l'ISF est un sujet. Parce que c'est symbolique, c'est pour ça aussi. D'abord, c'est symbolique. Et puis, deuxièmement, je veux dire que les ressources de l'ISF, c'est epsilonnesque sur les 62 milliards. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment aider les concitoyens à mieux se loger. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ce pays, c'est quand même très compliqué de se loger, suivant les territoires. Alors justement, on enchaîne sur le marché de l'immobilier, Jean-François Buet. Il y a donc aujourd'hui 2 choses. Il y a une augmentation des prix, pas partout en France, bien sûr, dans certaines villes. Et en même temps, une légère augmentation des taux que l'on constate. À partir de quand cette augmentation des taux va-t-elle ou peut-elle déboucher sur une baisse des prix immobiliers ?
Alors vous avez raison de parler de secteur parce que il ne se passe pas la même chose à Paris comme à Roanne, si on peut prendre un exemple. À Roanne, les prix baissent de 2%. Bon, à Paris, les prix viennent d'augmenter de 7 à 8%, ce qui est extrêmement fort sur des prix qui sont déjà élevés. Et il est certain que sur un territoire déterminé, lorsque les prix augmentent, si à cela on ajoute une augmentation des taux, même si pour l'instant cette augmentation des taux reste très mesurée, hein, elle reste très sensible. Aujourd'hui, quand on emprunte à 2%, c'est quand même pas comparable par rapport aux taux qu'on a connus quelquefois qui étaient à 2 chiffres. On reste dans un scénario favorable. On reste dans un scénario qui est très favorable. En fait, ce qu'il faut surveiller, c'est le volume des transactions. On l'a bien vu là, au 2e trimestre, le nombre des transactions est moins fort qu'au 1er trimestre. Pourquoi ? Parce que les prix ont augmenté et que du coup, il y a un certain nombre de nos concitoyens qui se disent qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attends ? Ça commence de me faire des remboursements un peu trop importants. Et la plupart du temps, quand on a une augmentation des volumes, ça précède une augmentation des prix. Et quand on a une baisse des volumes, pour l'instant on est plutôt sur une stabilité, eh bien on a plutôt une stabilité, voire après une légère baisse des prix. On n'y est pas encore. Allez, toute dernière question, Jean-François Buet, plus cette fois-ci sur votre activité vous-même, sur les activités des agences immobilières. Pour vous embêter un peu, donc cette question, la loi Allure a instauré un décret qui, depuis le 1er avril, impose les agences immobilières à afficher clairement les honoraires, notamment sur les pancartes en boutique. Est-ce que à la FNAIM, vous étiez contre cette mesure, est-ce qu'à la FNAIM, vous êtes en règle ? Ah oui, alors écoutez, on est contre la mesure, on n'est pas contre la mesure d'affichage d'honoraires. Là, il y a une incompréhension de base, parce que depuis 1990, on affiche les honoraires. Ils sont affichés en vitrine. Simplement, il y avait une modification liée à Internet, puisque avant il n'y avait pas Internet, donc il fallait absolument que la loi prévoyait dans la loi Allure qu'il y ait un décret d'application pour qu'on puisse afficher les honoraires sur Internet. Sur Internet, bien sûr. Et puis au-delà de ça, il y a une disposition sur le fait que les honoraires peuvent être à la charge du locataire et d'autres à la charge de l'acquéreur. Et donc, il fallait clarifier les choses. Nous, on est contre simplement parce qu'aujourd'hui, on arrive à quelque chose d'absconce. C'est encore plus complexe qu'avant et c'est pas forcément plus lisible pour le consommateur. C'est la transparence quand même pour le consommateur, pour le client. Ne confondons pas deux choses. La transparence, on est pour la transparence. Les honoraires, ils sont affichés. Tout le monde sait combien il paye. Celui qui paye les honoraires signe un mandat. Dans le mandat qu'il signe, c'est une obligation légale. Les honoraires sont écrits en toutes lettres. C'est précis, tout le monde sait exactement ce qu'il paye. Pour l'acquéreur qui vient et le locataire qui vient, c'est marqué dans la vitrine et ça sera marqué sur Internet. Simplement aujourd'hui, quand vous regardez certaines annonces, on vous met le prix avec le pourcentage des honoraires, le prix des honoraires sans le pourcentage, rajouté, on ajoute à ça le loyer, duquel on ne met pas les charges, parce qu'on met les charges à côté, puis les honoraires d'état des lieux, puis les honoraires de négociation à côté, tout doit être mis sur une annonce au moment de la pub, c'est au moment du fait je cherche un 3 pièces, ce que je vais payer, je vais le voir, mais je veux dire, dans un deuxième temps. Donc oui pour la transparence, non pour un sapin de Noël. Merci Jean-François Buet d'avoir été avec nous ce matin, je rappelle, président de la FNAIM.